On est où? Je sais plus. Attends, ouais, donc du coup, c'est vrai que je te disais, moi je pense que Fatia Agagboudjela, que peut-être elle est apostate, mais qu'elle n'ose pas le dire, mais ou alors quand même tout simplement elle s'identifie pas comme apostate, mais moi je pense qu'elle est athée, tu vois, de croyance ou agnostique. Elle a Mais après pas, mais je l'en elle veux a pas. raison de pas Hein. le dire parce qu'on va Oui, on attend que ça d'elle en fait. On attend que ça. ouais. Je t'ai dit, c'est le fait de te dire apostat, ça t'enlève tout droit de parler de ça. Alors que elle, ça lui donne quand même ce droit-là. Tu vois? Mais après le droit, moi je vais pas attendre qu'on me le donne. Hein. Moi Ah ben, justement, tu vois, je prends le devant, j'ai pas besoin des oui, mais médias. dans un monde médiatique où elle veut, elle, s'inscrire, c'est ça, en fait. Oui. Mais après, moi, je lui en veux pas dans le sens où, déjà, moi, j'ai du mal à le dire à mes parents. Donc là, le dire à des millions de personnes, j'avoue que déjà, c'est Voilà, elle est dangereux. connue, c'est pas comme C'est si elle était dangereux. connue. Oui, c'est ça. Donc c'est Non. même à elle, Boilam Sansal. C'est Boilam Sansal ou voilà, Boilam Sansal. Tu connais Boilam Sansal? Ah, attends, je regarde sa tête, parce que je suis pas sûr. Vas-y, regarde sa tête, tu vas voir. C'est sûr que tu le connais. Qu'il ne le connaît pas. Oui, chanteur, non? Non, Ou un c'est un poète. écrivain. Poète? Ah, C'est écrivain, un voilà. écrivain Oui. qui a écrit 1984, c'est ça? Ou Non, 2084, 2084. 2084. Ouais. 1984. C'est quoi? 2084, en référence à George Orwell. Eh ben, même lui, on lui a posé la question. Est-ce que vous Oui. êtes musulman? Il a dit, en fait, vous me posez une question qui tue, en fait. Oh. C'est ça sa réponse. En fait, si je vous dis oui, on va me tuer. Si je vous dis non, je vais être contradictoire avec ce que j'écris. Parce que ce qu'il écrit, enfin, il faut le lire. C'est ça. Ce qu'il dit aussi. Hein. Wow. J'adore sa réponse. J'adore. Ça se voit qu'il est écrivain. Ah là. C'est court, mais tellement efficace. Là, Exactement. vous me posez la question qui tue. C'est ça. Waouh, juste waouh. Exactement. C'est ça. Bon. C'est pas évident. Faut pas prendre ça à la légère parce qu'il y a des gens qui sont fous, quoi. Mais c'est comme il y a un écrivain aussi qui s'appelle Kamel Daoud. Oui, ça Kamel, c'est mon chouchou. voilà, qui a écrit, c'est un Algérien, oui, qui est journaliste, écrivain, et qui a écrit la suite de L'étranger d'Albert Camus, Oui. enfin, qui a écrit sa suite que lui Que lui, il a imaginé. Voilà. C'est Meursault contre-enquête, une contre-enquête. C'est ça. Où il parle de l'arabe, justement, qui avait été tué. Le frère de l'arabe. Le frère de l'arabe. Ah oui, pardon, oui, parce qu'il est mort, l'arabe. Oui. Mais donc, oui, le frère de l'arabe. Ok. C'est ça. Donc oui, donc lui, j'ai regardé plusieurs de ses interventions et c'est vrai qu'il m'a l'air pas très religieux, quoi. Vraiment, quoi. Mais il va pas se dire ex-musulman ou apostat Mais justement, parce qu'il est algérien. Parce qu'il est algérien et il a tellement à risquer. Déjà c'est même pas pour sa vie à lui, quoi. C'est déjà sa famille. Encore toi-même, moi, si je veux, je peux me cacher dans la montagne en Chine, mais en fait, je pense pas qu'à moi. Je pense à mes proches. Parce que si les gens apprennent que je fais des vidéos sur l'apostasie, enfin, sur le fait d'avoir quitté l'islam, eh ben, je sais que tous les musulmans de ma ville, ils vont toquer chez qui? Ils vont toquer chez mon père et ma mère. Ils vont aller les emmerder. Alors que eux, ils ont rien à voir là-dedans. Donc moi, en fait, ils vont dire c'est leur éducation. Voilà. C'est par amour pour mes parents que je le fais pas. Alors qu'ils feront jamais ça quand un délinquant fait quelque chose fait qu'une connerie et ils vont jamais toquer chez les parents pour leur dire c'est votre faute. Non, c'est que quand tu fais de l'apostasie. Alors que c'est pas les conneries qui manquent dans ces quartiers. Hein. S'ils faisaient ça pour les conneries, au moins peut-être qu'on serait bien. Si on avait moins peur de faire des conneries que d'apostasie. C'est vrai. Mais moi je le dis. On a plus peur de faire d'apostasier que de faire des conneries. Des conneries dans le genre. Enfin, je devrais pas dire ce mot, hein, mais bon. C'est le soir. Ouais, comment on peut appeler ça? Parce que connerie, c'est vrai que ça diminue la gravité. Ouais.
c'est pas des bêtises, c'est des actes de violence. C'est pas des conneries, mais voilà, c'est des actes de violence, oui, des vols, des trafics, voilà, il y a des gens qui font des choses. Enfin, si on prend l'exemple le plus traumatisant pour la France, c'est les Kouachi, quoi. La population musulmane, pour moi, elle aurait dû se soulever contre ça, quoi. Dire pas en notre nom, au moins, pas en notre nom, quoi. Pas en notre nom. Not in my name. Ouais. Mais ça, justement, je sais que moi j'étais musulman à l'époque et ça n'avait pas du tout ébranlé ma foi, les attentats. Je me dis non, c'est politique, rien à voir avec l'islam. Tu vois, c'est pas l'islam. Voilà, c'était mon slogan. C'est pas l'islam. Bon, en tout cas, c'est vrai que dans les plateaux télé, il y avait des politiciens, tu vois, des Français qui disaient pourquoi les musulmans ils manifestent pas. Oui. Tu vois. Et en fait, et moi à l'époque je disais oui, mais moi j'ai pas à me justifier. Genre c'est tellement évident que l'islam est une religion de paix. Et que en fait j'ai pas à me justifier dans la rue à dire non, c'est pas ça l'islam, c'est tellement évident. Mais c'est pas ça qu'il faut dire en fait, c'est justement pas ça, c'est juste au moins pas en mon nom, et je ne soutiens pas celui qui a fait ce qu'il a fait au nom de ma religion, même s'il l'a fait au nom de ma religion, je le soutiens pas, parce que bien sûr c'est Yama dans la phrase, non, et Yama. Ma, c'est un pronom possessif. Donc, voilà, il y a des gens qui tuent au nom de ma religion. OK? Oui. D'accord. Comment puis-je ne pas me sentir au moins responsable du fait de dire pas en mon nom, du fait de me révolter contre celui qui a usurpé, si tu veux, usurpé ce que je considère être mon identité, hein. Au final, moi je vois l'islam en France, ça fait plus de 10 ans que je suis là, alors qu'en Algérie je me disais même pas musulmane, je disais algérienne puisque tout le monde était musulman, mais ici être musulmane c'est très marqué en fait. Donc il y a une raison de plus de dire attends, nous on est déjà une minorité, on est très stigmatisés, et vous deux connards, deux morveux, vous venez rajouter à notre peine encore plus de stigmatisation. Tu vois, la moindre des choses c'est de dire ça. Non, nous on sort pour dire non, c'est pas l'islam, vous nous stigmatisez. Non. Mais non, en fait, il faut parler à ceux qui font des conneries. Je dis conneries parce que, en fait, c'est indicible, en fait, ce qui s'est passé. Comment dire, je trouve pas de mots plus. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Je trouve pas un autre mot pour des. C'est une horreur, ouais. Une horreur qu'ils ont commise. C'est une horreur, oui. C'est une horreur. Ouais. Et comme on a commencé par la connerie de l'apostasie, c'est vrai ça, là, c'est vraiment une connerie. Alors là. Les gens vont aller chez tes parents ou chez les miens pour dire regarder ce qu'ils font. Mais si tu vas faire un truc comme ça, non, on fait rien. On fait rien. Nous, on fait rien en fait. Et on est vite à dire non, arrêtez de nous stigmatiser. Tu peux pas dire autre chose que arrêtez de nous stigmatiser. Au lieu de dire arrêtez de nous stigmatiser, peut-être venir dire je suis choquée en fait comme vous. Et je suis choquée du fait qu'on usurpe ce que moi je considère comme la paix, l'amour. Enfin, t'as le droit, hein. Après, la foi, elle est pas raisonnable. T'as le droit de croire que l'islam est une religion de paix et d'amour. Enfin, moi, chacun peut croire ce qu'il veut. C'est juste que je veux pas qu'on m'empêche de croire ce que je veux. C'est tout. De croire. Mais tu vois, à l'époque, moi, j'avais un argument quand je disais pourquoi est-ce qu'on manifeste pas contre le terrorisme, c'est que je me disais de toute façon, c'est pas dans la culture musulmane de manifester. Ça, c'est qu'en Europe, ça, ou c'est que dans les démocraties libérales. On me l'a beaucoup fait remarquer. Voilà. Et en fait, par exemple, je leur ai dit nous, on a une culture, c'est que, bon, c'est dans l'islam, hein, qu'il faut écouter son gouverneur, tu vois. C'est dans l'islam, ça. Que tu n'as pas le droit de te révolter contre le gouverneur. Et en fait, et après, quand j'ai vu la manifestation en France contre l'islamophobie, là, j'ai été bouche bée.
Puis en fait, j'ai vu des milliers de musulmans manifester contre l'islamophobie. Et moi, je me dis, ah ouais, merde, en fait, si, ils manifestent, en fait. Donc, je me dis, pourquoi ils manifestent contre l'islamophobie et pas contre les attentats? C'est la moindre des choses. Oui, mais sachant que c'est les attentats qui nourrissent cette islamophobie qu'ils veulent combattre. Exactement. Donc, voilà, non, eux, ils vont pas à la cause. Ils vont au résultat. Oh, le résultat, pourquoi tu es là? Mais parce qu'il y a une cause, en fait. Le résultat n'est là que parce qu'il y a une cause. Tu vois, le résultat n'existe pas sans cause. Le résultat n'est résultat que parce qu'il y a une cause. La cause, c'est l'islamisme, c'est l'explosion, c'est les journalistes tués, c'est des jeunes qui prenaient un verre dans des terrasses. Enfin, c'est terrible, quoi, ce qui s'est passé. À cause de quoi? À cause de l'islamophobie en plus. À cause justement du terme islamophobie. En fait, comme disent les militantes iraniennes, mais c'est une peur rationnelle, en fait. C'est une peur entièrement rationnelle. Parce que la phobie, c'est la peur irrationnelle. Sauf que la peur de l'islamisme et de l'islam, en tout cas, en moins pour les femmes, c'est une peur rationnelle. C'est rationnel. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Quelqu'un qui vient s'exploser et tuer des gens assis dans des terrasses en disant Allah Akbar, il n'a pas dit Jésus, Marie, Jésus. Joseph. Je sais pas le dire. Jésus, Marie, Joseph. En fait, oui. Il n'a pas dit Jésus, Marie, Joseph. Ouais. Il a dit Allah Akbar. Voilà. Il n'a pas dit autre chose. S'il avait dit Jésus, Marie, Joseph, c'est les chrétiens qui auraient été invités, qui auraient mieux fait de sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tué au nom de Jésus. Sauf que là, les tueurs, ils ont dit Allah Akbar, on a vengé le prophète. Le prophète, c'est pas Jésus. Le prophète, c'est pas Moïse. Le prophète, il se trouve que c'est Mohammed. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que les musulmans, c'est pas qu'ils doivent se justifier, ils doivent déjà se révolter contre cette usurpation. En fait. Oui. Rien que ça. Au moins comme ça. Au moins pour qu'ils se réapproprient leur religion. Oui. C'est ça, exactement. Exactement. Vous dites que votre religion, celle que vos parents vous ont transmis, et moi je suis la première à le dire, enfin même s'il y a des choses, je viens d'un autre monde, peut-être que les parents musulmans d'ici sont différents des parents musulmans de là-bas. J'en sais rien. Enfin, j'en sais un peu, mais oui, il y a quand même un islam. C'est vrai. Moi, ma mère, elle a beau, elle a fait 7 fois la Mecque. Elle a été beaucoup dans la religion, mais elle m'a pas non plus imposé le voile. Les jours où j'ai porté le voile, c'est à cause des terroristes la première fois, et la deuxième fois, je vais le dire, tant pis. Après un avortement. Un avortement en Algérie, ça n'a rien à voir avec l'avortement ici. Autre chose qui m'a vraiment choquée en France. Que l'avortement soit légitime et que l'IVG soit... D'ailleurs, que le fait que l'IVG soit... je sais pas si tu connais la loi Veil. Oui. Le jour où j'ai rencontré la loi Veil, moi je l'ai rencontrée en traduction, donc on devait travailler sur son discours. Et c'est vrai que ça fait partie des discours qui m'ont vraiment marqué. À cause notamment de l'expérience, mais aussi de l'importance que c'est que ces combats pour les femmes, d'avoir le droit de disposer de leur corps. Et de dire oui ou non au fait d'être mère, ce qui n'est pas rien. Et donc moi je l'ai fait, et en Algérie, et j'ai pas envie de raconter ça en détail, déjà que la dernière fois j'ai dit que j'allais pas le raconter. Et ouais, hein. Ça c'est plus fort que toi. Bon, ben, ça se délie, qu'est-ce que tu veux. Ouais. En même temps, voilà, c'est fait. Voilà, donc il y avait beaucoup de culpabilité, donc tu imagines bien. Et c'est ça qui a fait que, quand tu t'es senti coupable de l'avortement, ensuite tu as voulu porter le voile pour rattraper les péchés que tu avais commis. Pour me faire pardonner, voilà, tous ces péchés
Oui, j'avais des cauchemars, voilà. C'était terrible. En plus, enfin, c'est-à-dire que je pouvais en parler à personne. En plus de ça, c'est-à-dire t'imagines, tu fais un avortement et t'as personne à qui le raconter, quoi. Sauf 2 ou 3 personnes qui t'ont aidé et qui veulent plus te voir parce qu'ils ont peur d'être impliqués parce que c'est interdit en fait. Faire un avortement me conduit en prison directement. Moi et mes complices. Ah oui. Ah bah En oui, Algérie. c'est d'où l'importance. C'est d'où l'importance. C'est D'accord, moi en ok. prison, le médecin, les complices, ceux qui me l'ont fait rencontrer. Ouais. Oh, Tu comprends? d'accord. Donc c'est Ah quelque oui. chose de vraiment, j'ai fait quelque chose d'interdit par la loi. Et ça, est-ce que ça arrive souvent en Algérie, Ah bah ce tout le genre temps. de... Souvent, Ah, combien de femmes sont mortes? Alors moi, j'ai eu de la chance d'être tombée sur. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir une amie qui sortait. Maintenant, ils sont mariés avec un mécanicien. mhm, Donc, il s'occupait du 4x4 d'un gynécologue. mhm, Et ce gynécologue, il était sympa. Enfin, il était sympa. Il a accepté de m'aider. Il lui a proposé, donc il a accepté. Je l'ai payé, bien sûr. mhm, Et donc, il m'a aidé. Je suis rentrée à la maison. Bon, ça, c'est une autre histoire parce que mhm, voilà, le hasard fait mal les choses. J'ai failli être démasquée, mais j'ai réussi à ne pas l'être. Mais voilà, mhm, avec tout ça, il fallait jouer le rôle de la personne qui n'a ni mal ni rien vécu, quoi. Voilà, mhm. c'est pas un avortement où tu as le droit de pleurer ou de. Enfin, voilà, même Mhm. pleurer, tu te retiens parce qu'ils vont se rendre compte de quelque chose. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Oui, oui. Mm. Wow. Mais comment il a appris à faire ça, le gynécologue? Parce que si c'est interdit, il n'a pas été formé à le faire. Ah si, attends. C'est interdit, non. C'est pas interdit aux femmes mariées qui sont malades, qui risquent leur Ah, vie si elles accouchent. Donc à ce ok. moment-là, elles ont le droit. Mais de Mhm. toute façon, t'es obligé d'avoir un livret de famille. Ah, Et même avec ok. un livret de famille, il faut que le médecin justifie que la grossesse porte atteinte à la vie Mhm. de l'enfant et Mhm. de la mère pour pouvoir D'accord. avorter. En fait, l'avortement, il est encadré, mais que dans les couples mariés. Moi, j'étais pas mariée. Et est-ce que toi, le fait de mettre le voile, est-ce que c'est un truc qui t'a fait du bien au début en tout cas, Bah, tout de ou ça suite, peut... ça m'a Oui. rassurée parce que je m'imaginais Mhm. déjà au paradis. Et c'est là où, bon, je me suis dit, bon, paradis, bon, les fruits, ça va. Une fois que t'en as mangé beaucoup, après, t'as juste mal au ventre. Et après, il y a quoi? Mhm. Enfin, quand tu lis le Coran, enfin, c'est ça que tu trouves, en fait. Que t'es la plus belle et que t'as beaucoup de fruits, de viande et tout ça. Mais bon, au début, c'est vrai, j'y croyais parce que je voulais une échappatoire, en fait. Je voulais sortir de ce cercle de culpabilité. Et heureusement que l'été est arrivé, je suis allée à la plage. Du coup, ça a fait une coupure entre le moment où je l'ai enlevé l'été, c'était l'occasion. Donc après, enfin, ça n'a pas duré longtemps. J'y ai pas cru longtemps, en fait. Ça ne me correspondait pas. Ça ne me parlait pas, ça ne me satisfaisait pas, si tu veux. Je Mhm. ne perdais pas ma culpabilité pour autant et même quand je lisais, en fait, il y avait aussi la lecture du Coran sur laquelle je me suis reportée. Ça, à un moment, je ne me retrouvais pas parce que j'avais envie de retrouver, en fait, un apaisement. Ce que je Mhm. lisais, c'est juste que j'allais aller en enfer. Et ça, c'était pire, en fait. T'es déjà dans la merde et tu vas lire un livre qui te dit, avec ça, tu vas aller en enfer. Stop, quoi. Mhm. Voilà. T'es déjà dans l'enfer. Y a-t-il un Ah enfer oui. plus que ça? Donc avec ça, tu me promets l'enfer. Wow. Voilà. Et- Donc tu arrêtes de lire et tu sors. Je me rappelle pas. Par contre, il s'est passé quelque chose de très très bizarre. Le jour où j'ai enlevé le voile, Mhm. c'était suite à une petite dispute avec ma famille. Donc je Mhm. suis sortie, je l'ai enlevé. Je me suis dit bon, c'est bon, j'arrête l'hypocrisie parce qu'à un moment c'est devenu de l'hypocrisie, la peur de l'enlever, hein.
Ouais. J'y croyais plus, puis j'hésitais. Donc, la dispute avec la famille, ça a aidé beaucoup à l'enlever. Donc, j'ai pris le prétexte. Mais le lendemain, en fait, quand je l'ai enlevé, j'ai eu je sais pas si c'est psychique, mais j'ai eu des plaques rouges partout dans le corps, sur le corps, sur ma peau. Voilà, je sais pas si c'est psychique, comment ça s'est passé, mais bon, ça m'a pas fait reculer pour autant. C'est le stress peut-être. Voilà, il y avait un stress, il y avait la peur parce que on te dit franchement de le faire, ok, mais si tu le fais, faut jamais l'enlever. Si tu l'enlèves, tu vas directement en enfer. Je crois qu'il y avait de ça. Il y avait ce stress-là de qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais je pouvais pas. Voilà. Après, tu vois, c'est beaucoup plus profond. Les choses reviendront peut-être un jour, mais voilà mon expérience avec le voile. Mais par contre, ça n'a pas été obligé par quelqu'un. Je vais pas dire, je l'ai décidé, mais n'empêche que tout le monde était content et j'ai vraiment changé d'image chez moi, quoi. Tout le monde ne croyait pas ses yeux à me voir. Tout le monde était tranquille. J'étais rentrée dans l'ordre. Une fille rangée, c'est ça? Donc en fait, et quand tu l'as enlevé le voile, c'était en Algérie ou en France? Parce que tu m'as dit c'est après une dispute avec ta famille. C'est en Algérie. Oui, c'est en Algérie. Bien sûr en Algérie. Et t'as pas eu des regards des gens qui t'ont vu? Non? Je m'en foutais, j'ai arrêté de regarder les autres, les regards. Ah. J'ai arrêté parce que de toute façon on m'a toujours jugée. J'ai toujours été la fille à short. On m'appelait même Shortita, s'il te plaît. Parce que je mettais les shorts alors que les filles ne mettaient pas de shorts normalement. Ah. D'ailleurs, on m'achetait même pas de shorts. Je mettais tout le temps les shorts de mes frères, comme j'avais la même taille que mes frères. Donc dès le plus jeune âge, en fait, le voile, c'était vraiment à part, quoi. C'était pas moi, quoi. Je suis sortie de moi, en fait. C'était pas moi. C'était un surplus de pression, quoi, où je ne trouvais pas d'échappatoire. Je me suis dit peut-être que ça peut m'aider. Mais ça m'a pas aidé. Donc, mais tu sais, moi je me dis, on aurait dû t'envoyer toi, parce que tu sais, il y avait une émission sur TPMP, il y a eu une émission par rapport aux filles qui voulaient mettre le voile pour jouer au foot. Tu vois, et donc il y a eu un échange, on va dire, entre Majid Oukasha, qui est un ex-musulman sur YouTube, il a 5000 abonnés, et face à une femme qui porte le voile. Je crois qu'elle s'appelle Lilia. Oui, je la connais. Ah là là. Voilà, c'est mon choix. J'aimerais bien la voir, elle. Tu vois, elle m'intéresse. J'aimerais bien faire un dialogue avec elle, un débat. Parce que ce qu'elle dit, c'est vraiment, soit elle est consciente de son islamisme, soit elle est islamiste complice, quoi. Ce qu'elle dit, ça va vraiment dans ce sens-là. Elle nous dit, d'abord, je suis allée en vacances en Algérie. À 13 ans, j'ai décidé toute seule de porter le voile et j'étais contente et j'ai pris une pizza. Voilà. C'est-à-dire qu'elle nie tout ce que les femmes, alors que des femmes ont été tuées en Algérie à cause du voile. Elle parle de l'Algérie sans citer les femmes qui ont été tuées pour avoir enlevé ou pas vouloir porter le voile dans la décennie noire. Qu'est-ce qu'elle sait, elle, de l'Algérie, pour parler de l'Algérie? Ça me choque, tu vois. Je viens de retrouver son nom, là. Elle s'appelle Lilia Bouziane. Voilà. Deuxièmement, elle dit, je continue, moi je veux plaider avec mon voile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de ton Allah est plus importante que la loi Enfin, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je comprends pas. De quel droit quelqu'un peut-il venir et vouloir changer les lois qui s'appliquent à tous, en fait, de la même manière? Pourquoi cette loi, elle devrait faire une exception pour toi? Simplement. Comme pour les filles qui ont prié dans les facs, il paraît que le CCIE, il a déjà commencé à revendiquer le droit de prier pour tout le monde.
Mais non, en fait, à la fac, on va pour étudier. Est-ce que vous comprenez ça? À la fac, on va justement pour l'universel, comme disait Debray, c'est l'université, c'est l'universel. On n'est plus dans le particulier, dans le communautaire. C'est une communauté scientifique. Tu peux pas intégrer une autre communauté à l'intérieur d'une communauté scientifique. On parle science là. Tu dois parler que science, en fait. Qu'en tant qu'étudiant, qu'en tant que doctorant, qu'en tant qu'ingénieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un mélange des genres, je trouve. De venir à prier dans une salle, dans un amphi, pour moi, c'est même désacraliser la prière et désacraliser le savoir. Dans les deux cas, c'est en fait les deux choses, pour moi, s'opposent. Et ceux qui viennent me dire la religion, c'est le savoir. Tu sais savoir quoi? Savoir quoi? Que je vais avoir, que mon mari va avoir 72 vierges? Oui, je sais. Ok. Et ça m'a apporté quoi? Savoir que je me lave savoir que je dois me laver les bras, tout ça, tous les jours. Ouais, je prends ma douche. Ok, merci. Et alors? Enfin, qu'est-ce que tu viens m'apporter? Moi, je veux bien savoir ce que la religion musulmane a apporté au monde comme apport scientifique, je veux dire. Ou même spirituel, hein, au final. Parce que, tu sais, et même ils disent même plus, c'est plus que le savoir. L'islam, c'est la science. C'est ça, l'Ijaz, ils vont te sortir l'Ijaz. C'est l'incapacité de comprendre et déjà une sagesse, quoi. La sagesse, c'est de dire j'ai pas compris. Oui, ça, c'est très socratien, j'avoue. C'est Socrate qui dit ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Oui, mais dans un sens où, parce que je ne sais pas, moi j'ai compris ça, je ne sais pas, alors je dois vouloir savoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ça, c'est Socrate qui a dit ça. Et justement, et Socrate, je crois qu'il voulait nous dire que parce que je ne sais pas, il faudrait que je sois toujours dans la position de curiosité, de vouloir savoir. Je ne sais pas, alors il faut que je sache. Tu comprends? Que le Coran ou la religion musulmane, elle te dit Allahu A'lam et elle te ferme toutes les portes du savoir. Et elle te dit penser, c'est sortir, c'est apostasier, justement. Penser, c'est apostasier, c'est égal. D'ailleurs, c'est des presque homonymes, puisque c'est le fikr ou le kofr. Regarde, fikr, kofr. C'est la même racine. Les trois lettres, tu sais. Je ne sais pas si tu as étudié l'arabe. Moi, je sais lire et écrire l'arabe, mais sinon, je ne connais pas trop. J'ai appris, j'ai fait l'alphabet arabe, oui. Je connais l'arabe. Tu connais Kef, Ra et le Fa et le Fa. Kef, Ra. Voilà. Une fois que tu connais l'alphabet, c'est déjà très bien, tu vois. Avec ça, tu peux savoir beaucoup de choses grâce aux lettres. Donc, une fois que tu connais, tu entends un mot, quand tu entends 3 lettres de ce mot, tu peux te dire qu'il y a un dictionnaire, al-Warraq, Ibn al-Warraq, pour être plus clair. Tu tapes les 3 lettres que tu as entendues du mot. Par exemple, kafara, ka, fa, ra. Tu vas taper kafara et tu vas avoir toute une généalogie de la racine de ces 3 lettres. Tout ce que ça donne comme mot. Et dans comme un dictionnaire, dans cette racine, eh ben, il y aura la pensée et l'apostasie dans la même section. D'accord? C'est ça. Voilà. Moi, je me qualifie alors comme penseur avec un E ou sans E, peu importe, plutôt qu'une apostat ou apostate. D'accord. Okay. Non, après, tant mieux. Moi, c'est ça, je dis. Chez les ex-musulmans, on est, voilà, ça n'a rien d'être dogmatique. Non, chacun doit penser comme moi, tu vois. C'est bien qu'il y ait une divergence. Et moi, tant mieux si toi, tu te considères pas comme
apostate ou ex-musulmane, mais plus comme une penseur, moi justement, moi je pense qu'il faut de tout, tu vois. Après moi, si moi personnellement j'aime le mot apostat, c'est parce que c'est le mot qui m'a libéré, tu vois. Oui, mais c'est très intéressant pour moi. Tu me dis ça, moi, ça me donne envie de l'enseigner, tu vois. Moi, je te jure, parce que les musulmans, ils connaissent pas ce mot. Et moi, ce mot, je veux le placarder partout, quoi. Je veux... Et les gens disent, ah, ça veut dire quoi, apostat? Tu vois, après, ils cherchent, ils voient que dans l'histoire, les apostats, ils ont été condamnés à mort. Tu vois, moi, j'avais en tête, même si je connaissais apostat, j'avais en tête plutôt ex-musulman. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement, t'avais encore cette musulman qui est vrai, en fait. En fait, est-ce que tu es vraiment libéré de l'islam? Est-ce que tu te sens vraiment libéré? La vérité, entre nous. En fait, c'est mon passé aussi, l'islam. Tu vois, donc je veux pas renier mon passé. Mais oui, moi, je me sens libéré, oui. C'est-à-dire, maintenant, j'ai plus peur de l'enfer. J'ai plus peur du jour du jugement dernier. Donc, en ce sens-là, je me sens libéré dans le sens où je n'ai plus peur. Oui, ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la famille que tu sens. Je sais pas, toi que. Ah oui. Oui, moi, c'est ça qui me fait le plus mal. En fait, cette peur de les perdre toujours à jamais, parce que tu sais que ça peut mener vers ça. C'est aussi, je sais pas comment dire. En France, c'est quand même assez particulier. Non, après, tu as raison. Moi aussi, je suis sous l'emprise de ma famille aussi. Et que, oui, ça, même le fait que je sois en France, je sais que ma famille, je sais que jamais elle pourra accepter ça. C'est ça. Donc oui, j'ai une pression à ce niveau-là, oui. Voilà. Mais sinon, on est je me suis libéré. Au fond, t'es mal. Voilà. Enfin, je veux pas te dire t'es malheureux, mais moi, je le sens. Oui. Je suis triste parce que, en fait, tu n'es pas ce que tu es devant ta famille. Ouais. Tu es toujours obligé de mentir ou t'éloigner. Moi, j'ai dû m'éloigner. Donc, toi, je sais pas comment tu fais, mais j'ai dû, moi, m'exiler pour ça. Enfin, pas que pour ça, hein, mais pour d'autres choses, sûrement. Parce que je suis une femme. Je crois que si j'étais un homme, j'aurais pas bougé parce que tu as presque beaucoup de droits quand tu es un homme que quand tu es une femme. Donc, tu restes dans le pays où tu as plus de droits. Oui, en fait, je pense, oui, moi aussi, je me suis éloigné dans le sens où, voilà, j'ai pris un appart, je suis à 1 heure de chez mes parents. Bon, j'y vais quand même tous les week-ends, tu vois, tous les week-ends, parce que j'ai quand même une petite sœur et tout, donc je veille sur elle mais oui, t'as raison, moi, à un moment donné, vivre chez moi, j'y arrivais plus, tu vois. C'est comme s'il y avait une soupape, c'est même pas, il y avait, la maison, tu vois, c'était Dar el-Islam, tu vois. Exactement, Dar el-Islam, vraiment. Et dehors, c'est Dar el-Harb. Voilà. Pour mon cas, parce que Dar el-Islam, c'est la maison de l'Islam. Et non, oui, donc chez moi, c'était la maison de l'Islam. Du coup, je pouvais plus rester dans la maison. C'est pas que je suffoquais, mais oui, je me sentais pas bien. Je sentais que voilà, j'avais un masque. Attention à tout ce que tu dis. Voilà. Ouais, moi, en fait, c'est pas que je mentais. Moi, je mens jamais sur ça. Mais c'est juste que je parlais pas. Exact. Tu vois, je garde le silence. Moi, je parle. Moi, je me suis grillée plusieurs fois. Hein. Je me rattrape après. Comment t'as fait? Je suis grillée plusieurs fois. Par exemple, sur la polygamie, j'ai jamais pu en fait faire comme mes autres frères et sœurs qui ont accepté parce que ça leur suffisait de dire c'est la religion et c'est tout. Moi, ça m'a jamais suffi. Tu vois? Pour moi, c'était pas un argument valable. Pour moi, Dieu était beaucoup plus puissant. Il devait avoir un argument beaucoup plus intéressant que lui-même, quoi. Tu vois? Je veux dire. Donc sur ça, oui, je ne m'empêchais de rien dire. Je ne pouvais pas accepter ça. Jusqu'à ce qu'un jour, mon frère m'a dit, attention, toi, tu vas vers l'apostasie. Hein. T'es pas loin, il m'a dit.
Mais le mot qu'il emploie, c'est la mécréance. Tu disais, mais regarde, c'est pas possible. Regarde comment cette polygamie nous a fait souffrir. Nous, notre mère d'abord et après nous. Parce que ça s'influence, en fait, une mère et ses enfants. Tu comprends? Ça influence toute la famille, une polygamie. Ça vient détruire, en fait, la famille. Donc, c'est pas possible que Dieu, qu'on me raconte, bon, tout ça, Rahim, Rahman, tout ce que tu veux, qui viennent juste détruire des familles comme ça, avec une petite loi comme ça, tranquille. Non? Il y a des choses qui ne s'acceptent pas. Je ne peux pas. D'ailleurs, il y a elle est traduite, tu comprends l'anglais? Oui, ça je maîtrise l'anglais. Alors, je ne sais pas si elle n'est pas traduite en plus, s'il n'est pas sous-titré en français en plus. C'est un discours à écouter, à réécouter, enfin, c'est une prière, quoi. Ana kafir, il dit. Attends, je vais te le trouver. Saïd El-Qamni, il est mort il n'y a pas longtemps. Lui, vraiment, il faut faire un symbole de la communauté de l'apostasie. Vraiment. Lui, il a été attaqué par l'Azhar, l'université de l'Azhar. En Égypte, cette université. Voilà. C'est le summum, s'il te plaît, de l'islam, soi-disant. Donc, Qamni, lui, il est un peu comme, tu vois, Kamal Daoud, Boujahlat. Quand on est très connu, on a du mal à dire... Mais il vient d'où? Comme moi, je suis pas connue, mais j'ai du mal, en fait, je les comprends parce que, voilà, j'ai du mal à dire je suis apostat, je le suis, un peu, c'est tout. Non, parce que j'ai beaucoup de choses à dire après. Et je suis comme eux. Eux, ils avaient beaucoup de choses à dire. Lui, il a été traité de kafir, justement parce qu'il a étudié les vieux textes sur l'islam. Il a déconstruit toutes les idéologies sur le voile. Il dit c'est n'importe quoi. Ah oui. Il a prouvé que... Mais tu peux redire qui c'est déjà? Saïd El-Qamni. Et il vient d'où, lui? Al-Qamni, égyptien. Il a égyptien, été protégé, tout, le pauvre, il a été menacé de mort. Voilà, comme tous les penseurs musulmans. C'est pour ça qu'il garde cette idée musulmane, parce que comme ça, il reste dans l'histoire de l'islam. Sinon, on va effacer tout. C'est comme ça qu'ils ont fait. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, la lutte ne va pas continuer. Si tu sors, en fait, de la guerre, quelle légitimité as-tu? Je comprends pas. Restez dedans. Donc, Saïd El-Qamni, il a dit, oui, ana kafir. Oui, je suis apostat. Oui, je suis apostat de la loi qui impose à l'esclave, parce que dans les textes, il a cité des textes consensuels, c'est-à-dire des textes sur lesquels tous les musulmans sont d'accord, pour dire je suis kafir du fait que l'esclave est apostat jusqu'à ce qu'il revienne à son maître. Et ça, c'est un hadith. Tu vois? Oui, qui dit que la prière... Il a dit parce que j'apostasie, je ne sais pas si... J'apostasie cette loi esclavagiste. Ana kafir, il dit, il a listé plusieurs choses de l'islam qu'il rejette. Il a dit, j'apostasie de tout ça. Tout ça, oui, je suis kafir pour ça. Ça, c'est moi. Avant que vous ne me condamniez, en fait, à mort, je concède. Oui, ana kafir. Je suis apostat. Bien sûr que je suis apostat du fait de légitimer le mariage avec les enfants, les petites filles. Oui. Ana kafir de plein de choses, tu vois, de la polygamie, donc voilà. C'est très simple. Il faut dire, oui, j'apostasie de tout ça. De tout ce que vous nous racontez comme bêtises, comme conneries qui seraient spirituelles. Non, votre islam n'est pas spirituel. Laissez-nous tranquilles. Nous, on est des gens libres, c'est tout. On aime être libres. Juste sur
Je voulais faire une précision par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'esclave, qu'il a apostat tant qu'il n'est pas retourné à son maître. C'est-à-dire qu'il y a un hadith authentique, bien sûr, qui dit que si un esclave s'enfuit de son maître, s'il s'enfuit, sa prière, elle ne sera pas validée. Oui. Donc en fait, il peut plus être musulman tant qu'il n'est pas revenu à son maître, à son propriétaire. Tu te rends compte? Alors ça, et ils veulent te faire croire que ça c'est bien et que tu peux pas critiquer ça. C'est-à-dire ça, tu ne peux pas le critiquer. Bien sûr que je dois critiquer ça, c'est un devoir de critiquer ça. Si tu ne critiques pas ça, tu es d'accord avec ça. En tant que musulman, en tant qu'apostat, en tant qu'ex-musulman, en tant qu'humain, juste humain, en fait. T'as même pas besoin, en fait, d'être musulman pour critiquer ça. Juste un être humain. Oui. C'est fort ce que tu dis, franchement, non, mais je veux dire, t'es vraiment... tu es vraiment très forte, quoi. Parce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça va passionner, ça va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent. Parce que vraiment, là, je trouve que c'est très percutant ce que tu dis et c'est vraiment bien. Donc, merci, vraiment top. Je suis là, top, si tu veux, quand tu veux faire des débats. Ouais, grave. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte, je suis pleine de choses. Mais t'imagines une femme qui t'écoute, qui a vécu la même chose que tu as vécu en Algérie, ou la femme qui t'écoute, je suis sûr qu'elle pleure, parce que c'est tellement authentique ce que tu dis, et tellement précieux, parce que ça, tu l'entends nulle part, ça, sur Internet. Sur Internet, ça, c'est inconnu. Il n'y a pas de parole qui est donnée. Ouais. Il ne donne pas de parole. C'est un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. Tant que c'est pas sur Internet, c'est un truc qui n'existe pas. C'est pour ça que moi, je tenais Fatiha Boujalat me touche beaucoup et je la remercie, en fait. Parce que pour moi, c'est la seule occidentale, et je la considère comme occidentale parce qu'elle se considère comme telle. C'est la seule occidentale, même si issue de l'immigration, mais elle est quand même émancipée et elle a pas laissé la propagande et le discours victimaire l'envahir. Et c'est ça que je respecte en elle. Et elle nous a pas oublié, je veux dire, oui, elle nous a pas oublié. Elle sait qu'elle peut pas défendre le voile quand elle sait que des Iraniens sont emprisonnés c'est juste logique, quoi. C'est juste logique. Tu te dis, non, attends, toi, la libre, la gâtée pourrie, celle qui veut aller à la piscine et jouer au foot, et qui vient pleurnicher pour le foot, ce qui est vraiment, quand même, une marque de pourri gâté. J'avoue, comparé à une femme Nesrine Setoudeh condamnée à 140 coups de fouet, ou je sais plus, peut-être que c'est pas le bon nombre, mais peu importe. En tout cas, il y a des coups de fouet et de la prison pour s'être dévoilée et pour avoir défendu des femmes voilées. Des femmes non voilées, tu veux dire? Oui, des femmes non voilées, je veux dire, oui. Pardon. Donc, tu peux pas, on est dans un monde globalisé, tu peux pas juste simplement dire oui, mais ici on est en France et on est libre. Non, le problème c'est que ce que tu fais en France, ça se répercute ailleurs en fait. C'est ça. C'est ça qui se passe. J'aimerais que ma grande sœur t'écoute. Ma grande sœur, elle porte le gilbeb en France et voilà, donc oui, elle défend ça. Fait la promotion de ça, oui. Comment peut-elle faire ça? Ouais. Mais moi, je lui dis, elle, son rêve, c'était de faire une hijra, soit en Algérie, soit en Arabie Saoudite. Et je lui dis, Hambouk, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît. Moi, mon rêve, non, je vais te dire, mon rêve, moi, je veux pas perdre le contact avec elle. Donc, je suis content qu'elle reste là pour l'instant. Mais je lui dis, s'il te plaît, moi, mon rêve, c'est qu'elle aille dans des pays musulmans et qu'elle dise que c'est son choix de mettre le gilbeb en plus, et qu'en fait, moi, je rêve qu'une vraie Algérienne ou une vraie arabe, je sais pas comment, une vraie saoudienne, voilà, parce que je sais pas comment on dit en Arabie Saoudite, voilà, et qu'une vraie saoudienne, elle lui mette une treha, genre, espèce de hamara, qu'est-ce que tu fais? Mais franchement, elle nous retarde en fait dans notre combat, dans notre lutte à nous. Parce que nous, on est encore en lutte.
parce que ce voile, il nous laisse pas avancer. Parce que déjà, c'est un symbole. Les symboles, c'est pas rien. Tu peux pas me dire qu'un symbole, c'est rien. Un symbole, ça agit, en fait, sur notre comportement. Le fait que quelque chose soit imposé qu'aux seules femmes, ça les distingue quand même des hommes. D'abord, ça les distingue des hommes. Donc, il y a un signe d'infériorité. Et de deux, ça distingue les femmes qui le sont et celles qui ne le sont pas. D'abord, ça fait des femmes qui ne sont pas voilées des putes. Ouais. Et je suis bien placée pour te dire parce que c'est ce que je pensais quand je le portais. Ah. Voilà. C'est pas que je pensais que c'était des putes, mais elles me faisaient de la peine parce que je me disais qu'elles allaient aller en enfer. Et oui. Voilà. Non, mais quand même, oui, tu avais une arrogance ou une... Une arrogance, exactement. Ouais. Il y a vraiment... Je t'ai dit, moi je suis meilleur qu'elle. Oui, je suis meilleure, oui. Ah, tu vois, je suis pas le seul qui regrette comment je pensais quand j'étais musulman. Alors. Ça fait plaisir. Ah non, t'es pas le seul. Mais c'est ça qui fait que notre foi en nous-mêmes est plus grande que la foi en rien. En quelque chose qui n'existe pas, quoi. Voilà, on a vécu les choses et on a testé, en fait. C'est pas comme si tu viens de rien. Tu critiques. Oui. Ton expérience, quand même, il faut pas la rejeter. Oui, je me rappelle très bien d'un jour où je l'ai vraiment pensé et que je l'ai vraiment oralisé envers moi-même, où je me disais, ouh, ces filles, les pauvres, comment elles vont brûler en enfer. Bon, je les traitais pas de pute, et puis je retire, c'est pas un mot à dire en plus, mais c'est comme ça qu'on... Non, c'est pas... C'est comme ça que tu le pensais, c'est pas... Exactement, voilà. C'est pas une insulte parce que justement, tu reviens... C'est exactement comme ça que les jeunes aussi pensent. Et plus ça devient nombreux, plus les femmes sont nombreuses à le porter, la norme change en fait. C'est celles qui le portent pas qui vont devenir anormales. Et c'est pas normal en fait. Tu verras d'ici 50 ans peut-être le débat qu'il y aura sur les émissions télé. Ce sera faut-il obliger le voile? Genre à l'école, parce que là le voile il est interdit pour les petites filles à l'école. Dans 50 ans peut-être c'est faut-il rendre le voile obligatoire? Il y en a qui vont dire oui, non. Non, là j'ai une raquette du Welbeck là. T'es allé sur du Welbeck. C'est-à-dire d'imaginer l'avenir. Pourquoi t'as lu un livre de lui qui... Soumission. Soumission, c'est son livre? Oui. D'accord. Je l'ai pas lu. Il faut lire. Soumission, il est très intéressant, mais pas comme les médias l'ont présenté, tu vois. Les médias sont quand même très pervers. Il faut toujours aller vérifier par soi-même, en fait. Comment ils l'ont présenté? Alors, ils l'ont présenté comme islamophobe, tu vois. C'est pas du tout le cas. Pas du tout ça. Pas du tout. Il a présenté vraiment un gars musulman, mais genre presque comme nous, quoi. Comme toi et moi, hyper laïque, tu vois, qui allait prendre le pouvoir. Mais le plus important qu'il a présenté, c'est surtout la perversité universitaire. La capitulation des universitaires. Tu vois? Et en cela, c'est très intéressant de le lire. Je conseille de le lire. Et de bien faire attention à ça. Comment il y a des personnages universitaires très intéressants. En tout cas, qui montrent comment fonctionnent toutes ces notions d'islamo-gauchisme. Ça a été déjà écrit par Welbeck, en fait. Des gens qui sont dans la soumission, en fait. Ça porte bien son nom, son titre. En tout cas. Qui se soumettent indirectement, en fait. Oui, des hommes qui disent c'est bien de revenir, de rentrer, de légitimer en tout cas un monde musulman, un pays musulman, puisque de toute façon il n'y aura plus de chômage, puisque les femmes ne travailleront plus. Tu vois? Oui. Et donc il y aura moins de chômage. Et tout ira bien. Tout ira bien pour les hommes, oui. C'est ça. On s'en fout. Moi, s'il y a plus de femmes avocates, docteurs et tout, j'avoue que ça va créer plusieurs débouchés là. Là, je vais pouvoir
C'est clair. Voilà. T'es d'accord alors avec Houellebecq. Ah, oui. Ben c'est tant pis pour vous. Fallait. Non, mais je veux dire, tu sais que comme ça, on me l'a dit en plus. J'ai mon beau-frère une fois qui m'a dit, il m'a dit exactement ce que tu m'as dit. Bon, le beau-frère salafiste qui m'a dit oui, je viens de penser là. Ben, je pense qu'il avait vu une vidéo, mais bon, il m'a dit ouais, j'ai pensé. Imagine si les femmes elles travaillaient plus, nous on aurait plus de chômage, on pourrait trouver tous les postes qu'on veut, ce serait mieux, non? Et en plus, comme ça, elles pourront éduquer les enfants à la maison. Il y aura plus de problèmes de malnutrition parce que la femme, elle cuisinera bien. Il y aura plus de problèmes d'obésité. Il y aura plus de problèmes scolaires parce que la maman, elle pourra aider les enfants. En fait, le mec, il me présentait ça, genre, c'est l'ultime, genre, c'est la perfection. C'est la solution finale, quoi. C'est la solution pour tout régler. Oui, voilà. Et c'est moi, exactement ce qui, ironiquement, le présente Houellebecq dans Soumission. Je conseille de le lire, il est très intéressant. Après, moi, je lui ai répondu. Hein. Je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? C'est-à-dire, une femme, elle pourra plus être libre, quoi. C'est-à-dire, travailler, c'est gagner son propre argent. C'est clair. Et donc, être libre autonome, de sa destinée. Donc, en fait, tu refuses à la moitié des individus, tu refuses une liberté. Pardon. Ouais. Bon, c'est pas mal déjà, non? Ce soir. Je crois qu'on a fait plus d'une heure. Ben, Touda, c'était très intéressant de parler avec toi. Déjà, mais je te remercie pour le courage que tu as eu de venir témoigner. Et je pense que ton témoignage, il va être très utile. Il va être vraiment apprécié. Et je pense que vraiment, voilà, je te remercie du fond du cœur. Parce que moi, c'est vrai que tout seul. Avec plaisir, quand tu veux. Ouais. On peut continuer parce que, quoi qu'il en soit, j'ai pas tout dit. Touda n'a pas tout dit. Alors, on va faire To Be Continued. Voilà. To Be Continued, voilà. Il reste encore des aventures à raconter. Ben, génial, Touda. Ben, Touda, merci et bonne soirée à toi. Merci et à bientôt. À toi, Suleiman. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.